On avait une fierté de nos racines acadiennes, irlandaises aussi. J'ai des origines jersiaises. Et il y a un certain nombre de générations, j'ai des racines autochtones aussi. Et j'en suis très fier. Moi, je pense que ça fait partie de notre enrichissement collectif, ça. Dans la baie des Chaleurs, la lignée Landry porte depuis plus de 2 siècles l'héritage des Acadiens arrivés après le Grand Dérangement. Bâtisseurs de villages, navigateurs, forgerons et éducateurs, ils ont façonné le territoire en tissant des alliances et en transmettant un sens profond de solidarité. Leur histoire raconte comment les Landry ont œuvré à élever leur communauté et à en assurer l'avenir. Les Landry, en fait, sont arrivés à Carleton vers 1770. En fait, 2 frères, dans un premier temps, Claude et Jean. C'était d'abord des Acadiens déportés qui avaient des activités agricoles tout en faisant de la pêche. Donc, ça a commencé au début de Carleton, qu'on appelait à l'époque Tracadièche. Ils ont commencé à être impliqués dans l'économie. On vous souhaite la bienvenue. C'est le 15 août. Bien, premièrement, bonne fête aux Acadiens. Bonne fête à l'Acadie. Ben oui, applaudissez un petit peu, là. Bonne fête à l'Acadie, bonne fête aux Acadiens. Ici, on a un invité. Oui. Quelqu'un quand même qu'on apprécie beaucoup dans le milieu, qui est bien connu et qui a le verbe facile. Alors, notre ami Marcel Landry. Oui. On m'a demandé de parler des Landry. Comme par hasard, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et de plusieurs façons, parce que ma mère, qui est une Irlandaise, avait aussi une mère acadienne, une Landry comme par hasard. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a plusieurs souches de Landry. On parle de Claude et Jean, mais peu de temps après, il y avait un autre Landry qui est arrivé ici, qui s'appelait Charles. Charles qui était marié, lui, avec une Leblanc, tandis que les 2 autres, qui avaient marié des Dugas. Et Charles, lui, avait été déporté en France. Et il est parti de France et il est revenu s'installer ici à Tracadièche. Et il y a eu de la descendance dans le coin, à Carleton et à Maria. Plus proche de nous, moi, j'étais allé étudier en sociologie parce que je croyais qu'on pouvait changer le monde et qu'on pouvait agir sur le développement. Puis après ça, je suis devenu agent de développement pédagogique au ministère de l'Éducation. Et à travers ça, j'ai eu un mandat d'étudier la possibilité d'implanter à Radio-Québec en Gaspésie. Après ça, je suis devenu directeur régional. Et c'est là que j'ai pris le goût des communications, entre autres choses. À travers ça aussi, j'ai, pendant 6 ans, été chargé de cours avec l'UQAR. Puis en 1994, la politique m'a happé. J'ai adoré ça pendant 5 ans, mais le sort a voulu que je sois battu. Alors, je suis allé travailler à l'élaboration puis à la direction du plan de relance de la Gaspésie, au ministère des Régions. Ça a été une des plus belles expériences de vie. J'ai fini au ministère de l'Environnement en 2007, à la direction régionale Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ça aussi, j'ai adoré ça. J'ai rencontré plein de gens. Alors, voilà, c'est un peu ça mon parcours. J'avais fait des choix d'études pour aller intervenir sur le développement parce que j'y croyais dur comme fer. Puis 50 quelques années plus tard, j'y crois encore. Pourquoi il y a des Acadiens à Carleton? La réponse est quand même simple. En 1755, il y a eu la déportation. Sauf qu'il y a eu quand même quelques centaines d'Acadiens qui n'ont pas été déportés et qui ont fui par bateau
en remontant la côte du Nouveau-Brunswick, qui se sont ramassés dans la baie des Chaleurs. Donc, en 1758, 3 ans après la déportation, il y a un paquet de réfugiés qui se ramassent finalement dans le bout de Pointe-à-la-Croix, complètement au bout de la baie des Chaleurs, et qui s'installent, fondent un petit village. C'est un camp de réfugiés. Donc, ce sont des réfugiés acadiens qui s'y installent et qui vont survivre avec l'aide des Mi'kmaq. 1760, en juillet, les bateaux anglais arrivent dans la baie des Chaleurs et détruisent le village. Si bien que les réfugiés acadiens qui y étaient s'enfuient et se dispersent le long des côtes. Les toutes premières familles, là, c'est Dugas là-bas, Leblanc, Alain, qu'on voit là. Puis on doit avoir Boudreau, Como. Puis 2-3 ans après, les Landry, les frères Landry sont venus s'établir ici. Dans les premiers 10 ans de vie du village, il y a énormément de gens qui viennent s'installer, si bien que là, lorsqu'il y a le premier recensement en 1777, demandé par le lieutenant-gouverneur de la Gaspésie, on va recenser 35 familles, 183 personnes, hommes, femmes et enfants, qui forment le cœur de ce petit village qui va s'appeler Carleton. Et dans ce recensement, on dénombre des Alain, des Allard, des Arsenault, des Barriot, des Bernard, des Berthelot, des Boudreau, des Bourg, des Bugeaud, des Como, des Dugas, des Landry, des Leblanc, des Poirier et plusieurs autres. Donc, c'est la population qui forme finalement ce noyau de population qui va donner Tracadie, qui très, très rapidement va prendre le nom de Carleton. Claude Landry a été déporté. Ils se sont ramassés sur la côte américaine. Ils sont remontés vers la rivière Kennebec aux États-Unis et après ça, la Chaudière. Et on les retrouve en 1760 sur la côte de Beaupré. Et dans ces pérégrinations-là, à un moment donné, Claude Landry a pris femme à Québec, la fille de Pierre Dugas, qui était déjà, lui, installé à Carleton, ou Tracadie. Et il est venu s'établir. Donc, avec le beau-père, le beau-frère aussi, Charles, et son jeune frère Jean. Et il y avait de la terre possible ici. Les Landry ont joué quand même un rôle important dans l'histoire de Carleton et dans l'évolution de Carleton. On parle des 2 premiers Landry, Claude Landry. C'est surtout Claude, finalement, dont on va retenir le nom, là. Claude, lorsqu'il s'installe ici, construit un moulin à scie et un moulin à farine sur le ruisseau Bastien, là, dans un lieu où se fait de la colonisation, où les gens, finalement, se construisent des maisons. D'avoir un moulin à scie, là, c'est quand même un gros plus. Donc, il est reconnu pour ça, finalement. Socialement, il va être quand même très considéré. Il va avoir le moyen, financièrement, de faire étudier ses enfants. Faire étudier un enfant, c'est de l'envoyer soit à Rimouski, soit à Québec, pour, finalement, le séminaire. Donc, pour faire des études classiques. Et c'est comme ça, finalement, que un de ses fils, Romain, c'est un pêcheur de saumon, c'est un juge, il est juge de paix, il est marchand, il est aussi premier maire. Donc, il est bien considéré. Il va faire 2 mandats à la mairie de Carleton. La municipalité de Carleton est créée en 1855. Alors, Romain va devenir le premier maire, finalement, de la municipalité. Il va faire un autre mandat quelques années plus tard. Il y a également Jean-Étienne. Jean-Étienne, on le retient son histoire parce que il va être le fondateur de la faculté de médecine de l'Université Laval. On est fin 19e siècle, là. Et il va enseigner à la faculté
presque toute sa vie finalement, là, à la fin du 19e siècle. Le docteur Jean-Étienne revient passer ses étés à Carleton. Et à un moment donné, il dit, « je vais me construire une maison d'été. Et ça va faire boule de neige. » Au début du 20e siècle, il y a plusieurs hôtels qui s'installent, qui se construisent le long de la rue principale. Puis, il y a des maisons. Là, il y a tout un secteur qui est aujourd'hui la rue Landry, justement, où il y a plusieurs très, très belles maisons. Il ne reste plus grand-chose de ces maisons-là, mais des maisons de familles bourgeoises. Donc, Carleton devient assez rapidement un lieu de villégiature. Alors, ces Landry-là, ils ont pris racine et ça peuplait, si les familles étaient nombreuses. C'était pas rare à l'époque d'avoir 12, 13, 14 enfants. Ça a duré longtemps, cette tradition-là, parce que chez nous, nous étions 13 frères et sœurs. Mon père, moi, c'était un forgeron, c'était un artisan. Il n'avait pas été à l'école longtemps, mais il y avait des frères et sœurs qui avaient été plus que lui. Il disait, « Mes enfants vont aller à l'école. » Ils travailleront moins dur dans sa tête. C'était lié, ça. Je pense que, comme l'idée d'aller aux études, c'est une façon d'améliorer notre sort, en quelque part. On avait une fierté de nos racines acadiennes, irlandaises aussi. J'ai des origines jerseyaises. Et il y a un certain nombre de générations, j'ai des racines autochtones aussi. Et j'en suis très fier. Moi, je pense que ça fait partie de notre enrichissement collectif, ça. La baie des Chaleurs va beaucoup être associée à la population acadienne, tout simplement. Et ça va demeurer très présent. Il y a une espèce de fierté acadienne qui réside dans la baie des Chaleurs. Ces familles-là, finalement, ont dû recommencer à vivre, ont dû s'enraciner à nouveau et s'approprier le territoire, finalement. Après la guerre de la conquête de 1760, il y a beaucoup de soldats anglais démobilisés qui vont venir s'installer en Gaspésie. Après la guerre de l'indépendance américaine, il y a des gens qui veulent rester loyaux à la couronne anglaise, qui vont venir s'installer en Gaspésie. On les appelle les loyalistes. C'est comme ça que des villages comme New Carlisle, New Richmond vont être formés par des communautés anglophones. Donc, tout ça va se mélanger finalement et ça va donner la population de la baie des Chaleurs que l'on connaît aujourd'hui. Une partie importante de la population gaspésienne et madeleinienne est d'origine acadienne. Et ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre culture, de notre langue, de notre parlure. Pour moi, l'identité acadienne, c'est aussi une identité, même si je suis en Gaspésie, qui est partagée par à peu près 4 millions de Québécois, par leurs ancêtres, par le fait des migrations, des mariages et tout ça. Alors, je pense que c'est une part importante, puis c'est une culture que moi, je continue à valoriser. Nous sommes actuellement dans la cabane de M. Eudard Boudreau, qui était un pêcheur de saumon qui a vécu au milieu du siècle dernier. Donc, c'était ici l'installation où M. Boudreau rangeait tout son équipement, ses filets, sa barque. Et il y avait la petite partie de la cabane là, où M. Eudard pouvait vivre finalement durant l'été, avec même sa famille là, qui venait passer l'été sur le bord de la grève. Au 20e siècle, la coop des pêcheurs, ça va être
un des éléments économiques les plus importants de Carleton. À Carleton, il va y avoir le tourisme, le moulin de la Madawaska, qui est un gros moulin à scie, et la pêche commerciale au saumon. Si bien que la coopérative est officiellement formée en septembre 1923. Émile Gilandry, ça a été finalement un des piliers de la coopérative. C'est un membre fondateur. Il est là en 1923, quand la coopérative va être fondée. Il va être élu au premier bureau de direction lorsqu'il va y avoir la première assemblée générale de la nouvelle coopérative. Il va être élu et il va être membre du bureau de direction pendant 46 ans. Son fils va être directeur général de la coopérative pendant une bonne trentaine d'années, Arthur Landry. Donc, les Landry ont été présents au sein de la coopérative et ont joué quand même une part importante. Dans les années 60, la population de saumon diminue graduellement, d'une façon catastrophique, finalement, d'année en année, si bien qu'en 1971, le gouvernement du Québec dit « La pêche commerciale au saumon, c'est terminé ». Si bien qu'au tournant des années 90, la coopérative va mettre un point final à ses activités, après finalement presque 70 ans d'activité avec la population de Carleton. J'ai toujours aimé le jardinage et l'horticulture, les fleurs, tout ça. Pour moi, ça fait partie de la vie humaine, ça. Et un Landry, par définition, c'est quelqu'un qui possède des terres, au sens étymologique du terme. Landry, c'est qui possède des terres. À un moment donné, juste dans le travail intellectuel, ça devient épuisant. Alors, du travail plus social, ça dégage un peu. Puis le travail du sol ou du travail artisanal et tout ça, c'est une autre dimension. Donc, ça nous permet de rééquilibrer les choses. On n'est pas juste des cerveaux pensants. J'ai connu Marcel au séminaire de Gaspé. J'ai fait mon cours classique. Marcel était quelqu'un qui jase beaucoup, qui parle fort, mais qui a un effet rassembleur. Et je me souviens beaucoup de Marcel quand je suis venu m'installer dans la baie des Chaleurs. En 91, il y a eu le rassemblement Gaspésien-Mablino. Il y a 8000 personnes qui, un dimanche, se rassemblent à l'aréna de Chandler pour dire le gouvernement, le wow, tu sais, c'est assez. La Gaspésie a besoin de mesures particulières pour être capable de survivre face à une économie saisonnière, beaucoup. Et Marcel avait été un des leaders pour ce rassemblement. Donc, Marcel, ça a toujours été quelqu'un de très, très présent dans la communauté de Carleton. Il est au conseil d'administration du Mont-Saint-Joseph. Il fait partie d'un paquet d'organismes et il est très, très actif. Donc, c'est quelqu'un de très, très dynamique, qui est très, très respecté aussi dans le milieu. M. Parizeau nous disait, vous savez, l'avenir dure longtemps. Bien, moi, je pense comme lui là-dessus. L'avenir dure longtemps. Et c'est pas perdu que de travailler à semer des idées, à semer des graines qui peuvent germer puis qui peuvent produire dans nos milieux.